Dans le tumulte vibrant de l'aéroport Charles de Gaulle, où les voyageurs pressés se croisent dans un ballet incessant de valises à roulettes et de murmures polyglottes, une tempête éclate soudain, aussi inattendue qu'un orage d'été. Une voix stridente, teintée d'une assurance arrogante, tranche l'air comme une lame affûtée. Cette femme n'a rien à faire dans cette file. Elle ne peut pas être en première classe. Toutes les têtes se tournent, les conversations s'interrompent, et les regards convergent vers une femme élégante, debout, avec une dignité inébranlable, face à une accusatrice furibonde. Cette dernière, Claire Dubois, une femme blanche d'une quarantaine d'années, arbore une assurance qui frôle l'insolence. Ses cheveux blonds impeccablement coiffés, ses ongles manucurés serrant la poignée d'un sac de créateur, elle toise avec mépris la femme qu'elle désigne du doigt. Sophie Ndiaye, une passagère à la peau noire, dont la présence discrète mais assurée semble provoquer chez Claire une indignation viscérale. Claire, habituée à imposer sa volonté dans les cercles huppés de Paris, ne supporte pas l'idée qu'une femme comme Sophie, vêtue d'une tenue simple mais élégante, puisse partager le même espace privilégié qu'elle. Mais ce que Claire ignore, ce qu'elle ne peut même pas concevoir dans son esprit embué par les préjugés, c'est que Sophie n'est pas une simple passagère. Sophie Ndiaye est la PDG et présidente du conseil d'administration de la compagnie aérienne sur laquelle elle s'apprête à embarquer. Et aujourd'hui, dans l'anonymat qu'elle a soigneusement cultivé, Sophie observe, analyse et attend. Ce qui se déroule sous les yeux des passagers médusés n'est pas seulement une altercation. C'est le prélude d'une leçon que Claire Dubois n'oubliera jamais. L'aéroport Charles de Gaulle, ce monstre de verre et d'acier, est un théâtre où se jouent des drames humains à chaque instant. Les voyageurs, fatigués ou excités, se pressent vers les portes d'embarquement, leurs billets à la main, leurs rêves ou leurs obligations en tête. Dans la file d'attente pour la première classe du vol AF237 à destination de New York, l'ambiance est feutrée, presque solennelle. Les passagers ajustent leurs bagages à main, vérifient leurs montres de luxe, échangent des sourires polis ou des regards distants. Claire Dubois, vêtue d'un tailleur Chanel impeccablement coupé, se tient en tête de la file, son regard acéré scrutant chaque détail autour d'elle. Elle a l'habitude de dominer les espaces, de s'imposer par sa seule présence. Ses bijoux scintillent discrètement, son parfum coûteux flotte dans l'air, et son attitude proclame une supériorité qu'elle considère comme un droit acquis. Mais lorsqu'elle aperçoit Sophie Ndiaye, debout à quelques mètres d'elle, son visage se crispe. Sophie, dans une tenue sobre, un chemisier blanc immaculé, un pantalon noir ajusté et des mocassins élégants, ne porte aucun signe ostentatoire de richesse. Pas de sac de marque, pas de bijoux clinquants, juste une assurance tranquille qui, pour Claire, semble déplacée. À ses yeux, Sophie ne correspond pas au profil d'une passagère de première classe. Elle ne peut pas appartenir à ce monde, pense Claire, convaincue que son propre statut lui donne le droit de juger. « Vous !» lance Claire, sa voix résonnant dans le hall d'embarquement. Elle pointe un doigt accusateur vers Sophie, attirant l'attention de tous les passagers autour. « Vous n'êtes pas à votre place ici. » Les mots sont secs, tranchants, empreints d'une autorité qu'elle croit incontestable. Les autres voyageurs s'immobilisent, certains échangeant des regards gênés, d'autres observant la scène avec une curiosité mal dissimulée. Julien, un jeune homme d'une trentaine d'années, vêtu d'un costume décontracté, fronce les sourcils, intrigué. Il voyage souvent pour affaires et a vu son lot de conflits dans les aéroports, mais celui-ci a quelque chose de différent. À côté de lui, une femme plus âgée, élégamment vêtue, murmure à son compagnon. Qu'est-ce qui se passe encore? Pendant ce temps, Marie, une jeune hôtesse de l'air, se tient à l'écart, son scanner de billets à la main, visiblement mal à l'aise face à l'esclandre qui se profile. Sophie, pour sa part, reste impassible. Son visage, encadré par une chevelure tressée avec soin, ne trahit aucune émotion. Elle tient son billet dans une main, son sac de voyage posé à ses pieds, et son regard rencontre celui de Claire, avec une sérénité déconcertante. « Je suis une passagère, tout comme vous.
répond-elle calmement, sa voix douce mais ferme, avec cet accent parisien raffiné qui trahit une éducation soignée. Mais Claire n'écoute pas. Elle n'entend pas. Elle ne veut pas entendre. Pour elle, Sophie est une anomalie, une intruse dans un espace qu'elle considère comme le sien. « Ne me mentez pas !» rétorque Claire, sa voix montant d'un cran. « Je sais reconnaître les gens qui n'ont rien à faire ici. » Elle se tourne vers les autres passagers, cherchant un appui, un assentiment. N'est-ce pas? Quelqu'un a-t-il vérifié son billet? Elle s'adresse à la foule comme si elle présidait une cour, certaine que son charisme la ralliera à sa cause. Julien, le jeune homme dans la file, hésite. Il n'aime pas l'attitude de Claire, mais il ne veut pas non plus s'impliquer dans un conflit qui ne le concerne pas. Pourtant, quelque chose dans le calme de Sophie l'intrigue. Elle n'a pas l'air de quelqu'un qui cherche à se faire remarquer, et pourtant, elle tient tête à Claire sans effort apparent. Une autre passagère, une femme d'affaires d'une 50aine d'années nommée Isabelle, intervient alors, encouragée par l'assurance de Claire. « Elle a raison », dit Isabelle, sa voix teintée d'un léger accent du Sud. « On dirait une employée qui s'est trompée de fil. Ça arrive, non ?» Elle adresse un sourire complice à Claire, pensant renforcer sa position. Mais son intervention ne fait qu'envenimer la situation. Les murmures s'intensifient parmi les passagers. Certains hochent la tête, d'autres détournent le regard, mal à l'aise. Marie, l'hôtesse, s'avance enfin, son visage crispé par l'anxiété. « Madame, puis-je voir votre billet ?» demande-t-elle à Sophie, sa voix tremblante sous la pression. Sophie, sans un mot, tend son billet. Marie le scanne, vérifie l'écran, puis relève les yeux, visiblement surprise. « Tout est en ordre, madame. Vous êtes bien en première classe. » Sa voix est professionnelle, mais on y décèle une pointe de nervosité. Claire, incrédule, éclate d'un rire sec. « C'est une blague? Vous plaisantez, n'est-ce pas ?» Elle se rapproche de Marie, son ton devenant menaçant. « Je veux parler à un superviseur. Immédiatement. » Marie hésite, consciente que la situation dégénère. Elle sait qui est Claire Dubois, une cliente régulière, connue pour ses plaintes incessantes et son comportement exigeant. Mais quelque chose dans l'attitude de Sophie la met mal à l'aise. Elle a l'impression d'avoir déjà vu ce visage, peut-être sur une photo dans les bureaux de la compagnie. Mais elle n'ose pas y penser trop longtemps. « Je vais appeler un superviseur, madame », murmure-t-elle avant de s'éloigner, son talkie-walkie à la main. Pendant ce temps, Sophie reste immobile, son regard fixé sur Claire. Elle ne cille pas, ne hausse pas le ton, ne montre aucun signe de faiblesse. Cette retenue, cette dignité, rend Claire encore plus furieuse. Elle ne supporte pas d'être ignorée, encore moins défiée. « Vous pensez que vous pouvez vous en tirer comme ça ?» siffle-t-elle, se rapprochant de Sophie. « Je ne sais pas comment vous avez obtenu ce billet, mais je vais m'assurer que vous ne montiez pas dans cet avion. » Elle se tourne vers les autres passagers, cherchant à rallier leur soutien. Quelqu'un doit faire quelque chose, elle n'a pas sa place ici. Mais la foule reste hésitante. Julien, qui observe la scène depuis le début, commence à sentir une colère sourde monter en lui. Il n'aime pas l'injustice, et l'attitude de Claire lui rappelle tout ce qu'il déteste dans les privilèges mal placés. Pourtant, il se retient. Pas encore. Pas maintenant. C'est alors qu'un homme en uniforme, le superviseur, s'approche. Grand, imposant, avec une démarche assurée, il dégage une autorité naturelle. « Quel est le problème ici ?» demande-t-il, son regard passant de Claire à Sophie. Claire saute sur l'occasion, sa voix prenant une tonalité dramatique. « Cette femme !» s'exclame-t-elle, pointant Sophie du doigt. « Elle n'a rien à faire en première classe. Je ne sais pas comment elle a pu se faufiler ici, mais je ne monterai pas dans cet avion tant qu'elle n'aura pas été vérifiée. » Le superviseur, un homme nommé Philippe, fronce les sourcils. Il jette un coup d'œil à Sophie, qui lui tend son billet sans un mot. Il le prend, l'examine, puis relève les yeux, son expression changeant subtilement. « Madame, tout est en ordre. Cette passagère est bien enregistrée en première classe. » Claire, loin d'être apaisée, explose. « C'est inacceptable. Vous ne faites pas votre travail correctement. Je veux parler à quelqu'un de plus haut placé. » Elle croise les bras, ses joues rougissant sous l'effet de la colère.
Philippe, habitué à gérer des clients difficiles, garde son calme. « Madame, je vous assure que tout a été vérifié. Si vous avez un problème, nous pouvons en discuter à l'écart, mais nous devons procéder à l'embarquement. » Claire, furieuse, refuse de céder. Elle se tourne à nouveau vers les autres passagers, espérant trouver un allié. « Vous trouvez ça normal, vous ?» lance-t-elle à la cantonade. Isabelle, la femme d'affaires, hoche la tête, mais son soutien semble faiblir face à la fermeté de Philippe. Julien, quant à lui, serre les mâchoires. Il a envie de parler, de dire à Claire qu'elle se ridiculise, mais il se retient, sentant que la situation va bientôt prendre un tournant. C'est à ce moment précis qu'un murmure parcourt la foule. Une femme en tailleur sombre, élégante et autoritaire, s'avance depuis le fond du hall. C'est Élise, une cadre supérieure de la compagnie aérienne, connue pour son professionnalisme implacable. À ses côtés, un autre homme, en costume gris, semble nerveux, mais suit son rythme. Élise s'arrête net, son regard perçant fixé sur la scène. « Que se passe-t-il ici ?» demande-t-elle, sa voix tranchante mais contrôlée. Philippe, soulagé, s'écarte légèrement pour lui céder la parole. Claire, voyant une nouvelle opportunité, répète son accusation avec encore plus de véhémence. « Cette femme n'a rien à faire ici. Elle ne peut pas être en première classe. Je veux qu'elle soit vérifiée et retirée de ce vol. » Élise, sans un mot, se tourne vers Sophie. Leurs regards se croisent et un éclair de reconnaissance passe dans les yeux d'Élise. Elle sait qui est Sophie. Elle sait tout, mais elle ne dit rien, pas encore. « Madame, » dit-elle à Claire, sa voix calme mais glaciale, « je vous suggère de modérer vos propos. Cette passagère a tout à fait le droit d'être ici. » Claire, déconcertée, ouvre la bouche pour protester, mais Élise lève une main, coupant court à toute réplique. « Permettez-moi d'être claire. Vous causez un trouble à l'embarquement, et cela est inacceptable. » Un silence lourd s'installe. Les passagers, qui jusque-là observaient en silence, commencent à murmurer. Julien, incapable de se retenir plus longtemps, intervient enfin. « Madame, avec tout le respect que je vous dois, vous faites erreur. Cette femme n'a rien fait de mal. » Sa voix est posée, mais ferme. Isabelle, qui avait soutenu Claire, baisse les yeux, gênée. Marie, l'hôtesse, semble soulagée que quelqu'un ait pris la parole. Claire, sentant le vent tourner, tente une dernière fois de reprendre le contrôle. « Vous ne comprenez pas. Je suis une cliente fidèle de cette compagnie. J'ai des droits. » Mais Élise, impassible, se tourne vers Sophie. « Madame Ndiaye ?» dit-elle, sa voix portant une note de respect qui fait frémir l'assemblée. « Nous sommes désolés pour ce malentendu. Nous ignorions que vous voyagiez avec nous aujourd'hui. » Un hoquet collectif parcourt la foule. Claire blêmit, ses mains tremblant légèrement. « Madame Ndiaye ?» balbutie-t-elle, son assurance s'effondrant comme un château de cartes. Élise, sans lui accorder un regard, continue. « Madame Ndiaye est la PDG de cette compagnie aérienne. Et vous, madame, venez de commettre une grave erreur. » Un silence assourdissant s'abat sur le hall. Les passagers échangent des regards stupéfaits. Julien esquisse un sourire, impressionné par le calme de Sophie. Isabelle, mortifiée, détourne le regard, regrettant d'avoir pris parti. Marie, l'hôtesse, se mord la lèvre, réalisant qu'elle a failli se retrouver du mauvais côté de l'histoire. Et Claire est figée, son visage passant du rouge au blanc en une fraction de seconde. Elle comprend, trop tard, qu'elle n'a pas seulement insulté une passagère. Elle a défié la femme qui contrôle l'ensemble de la compagnie aérienne. Sophie, toujours silencieuse, se contente de ramasser son sac et de se diriger vers la porte d'embarquement, son calme intact, son autorité naturelle rayonnant sans effort. Mais ce n'est que le début. Claire Dubois, humiliée mais pas encore vaincue, monte dans l'avion, son esprit bouillonnant de colère et de honte. Elle n'a pas l'intention de laisser les choses en rester là. Et Sophie, elle, sait que cette confrontation n'est qu'un prélude à ce qui va suivre, car dans les cieux, à bord de cet avion, une tempête encore plus grande se prépare, et Claire est sur le point d'apprendre une leçon qu'elle n'oubliera jamais.
À bord du vol AF-237, l'ambiance dans la cabine de première classe est lourde, comme un ciel d'orage prêt à éclater. Les passagers, encore secoués par l'altercation à la porte d'embarquement, s'installent dans leur siège avec une prudence presque palpable. Les murmures s'entrecroisent, les regards se croisent, mais personne n'ose parler à voix haute. Claire Dubois, toujours frémissante de colère contenue, s'est installée à contre-cœur dans son siège, à quelques rangées de Sophie Ndiaye. Son tailleur Chanel froissé par sa propre agitation, elle ajuste nerveusement ses lunettes de soleil surdimensionnées, comme pour se cacher du monde qui l'observe. Mais ses yeux, brûlants d'une rancune tenace, ne quittent pas Sophie. Cette dernière, assise près du hublot, feuillette un magazine avec une sérénité qui semble défier les lois de la nature. Sophie, PDG anonyme de la compagnie aérienne, n'a pas besoin de hausser la voix ni de chercher à prouver quoi que ce soit. Sa simple présence, son calme olympien, est une arme bien plus puissante que les éclats de Claire. Mais Claire, elle, ne voit pas cela. Pour elle, Sophie est une offense, une anomalie qu'il faut corriger. Et dans l'espace confiné de cette cabine de luxe, où l'élégance et les privilèges se mêlent à une tension croissante, Claire est déterminée à reprendre le contrôle, coûte que coûte. Ce qu'elle ignore, c'est que chaque pas qu'elle fait dans cette direction la conduit un peu plus près de sa propre chute. La cabine de première classe, avec ses sièges en cuir moelleux et ses hublots offrant une vue sur les nuages naissants, est un havre de raffinement. Les hôtesses, vêtues d'uniformes bleu marine impeccables, glissent avec grâce entre les rangées, proposant du champagne et des amuse-bouches aux passagers. Pourtant, l'atmosphère est tout sauf paisible. Les événements de la porte d'embarquement ont laissé une empreinte indélébile. Julien, le jeune homme d'affaires qui avait pris la parole pour défendre Sophie, observe la scène depuis son siège, un verre de vin rouge à la main. Il ne peut s'empêcher de jeter des coups d'œil vers Claire, dont l'agitation est presque comique, tant elle contraste avec le calme de Sophie. À côté de lui, une femme d'une trentaine d'années, Louise, tapote frénétiquement sur son téléphone. Elle a discrètement filmé une partie de l'altercation à la porte d'embarquement et, bien qu'elle hésite encore à publier la vidéo, elle sent que cette histoire pourrait devenir virale. De l'autre côté de l'allée, Antoine, un homme d'une cinquantaine d'années en costume gris, lit un journal économique, mais son attention est ailleurs. Il a reconnu Sophie. Pas son visage, non, mais son nom. Il se souvient d'un article dans Les Échos sur une PDG visionnaire qui révolutionne l'industrie aérienne. Il secoue légèrement la tête, amusé par l'ironie de la situation. Claire, quant à elle, ne peut se résoudre à accepter sa défaite. L'humiliation à la porte d'embarquement, le regard perçant d'Élise, la cadre supérieure, et surtout la révélation que Sophie est la PDG de la compagnie, tout cela tourbillonne dans son esprit comme une tempête. Elle ne peut pas laisser passer ça. Elle ne peut pas permettre à cette femme, qu'elle a d'emblée jugée indigne, de l'emporter si facilement. Alors, elle décide d'agir. Avec une précision calculée, elle attrape son verre d'eau pétillante, posé sur la tablette devant elle. D'un mouvement faussement maladroit, elle le renverse en direction de Sophie, éclaboussant son chemisier blanc. « Oh mon Dieu, je suis désolée !» s'exclame Claire, sa voix dégoulinant d'une fausse contrition. Les têtes se tournent à nouveau. Sophie, surprise, baisse les yeux sur sa chemise trempée, mais son expression reste impassible. Elle attrape une serviette en lin offerte par une hôtesse et commence à tamponner la tâche, sans un mot. « Vous devriez faire plus attention », ajoute Claire, son ton passant de la fausse excuse à une pointe d'accusation. Vous savez, ce genre de maladresse peut gêner les autres passagers. Elle adresse un sourire crispé aux voyageurs autour, espérant rallier leur soutien. Mais cette fois, son calcul échoue. Antoine, l'homme au journal, lève les yeux, agacé. « Madame, c'est vous qui avez renversé l'eau », dit-il calmement, sa voix portant une autorité tranquille. Claire se fige, prise de court. Elle ne s'attendait pas à une opposition si directe. Louise, de son côté, a déjà sorti son téléphone, filmant discrètement la scène. Elle murmure à son voisin. « Elle ne va pas s'arrêter, n'est-ce pas ?»
Julien, qui observe tout cela, sent une colère sourde monter en lui. Il a grandi dans un quartier modeste de banlieue parisienne, où il a vu trop souvent des injustices passer inaperçues. Cette fois, il ne compte pas rester silencieux. Sophie, toujours silencieuse, finit de sécher son chemisier. Elle lève les yeux vers Claire, son regard perçant mais dénué de colère. « Ce n'est qu'un peu d'eau, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. « Pas de quoi en faire un drame. » Ces mots, prononcés avec une simplicité désarmante, font l'effet d'une gifle pour Claire. Elle s'attendait à une réaction, à une confrontation, à quelque chose qu'elle pourrait utiliser pour reprendre l'ascendant. Mais ce calme, cette dignité, la désarmant complètement. Furieuse, elle se penche vers Sophie, baissant la voix pour que seuls ceux à proximité l'entendent. « Vous pensez que vous pouvez vous en tirer comme ça? Vous n'êtes pas à votre place ici, et tout le monde le sait. » Sa voix tremble de rage contenue, mais Sophie ne cille pas. Elle se contente de sourire légèrement, un sourire qui dit tout sans rien dire. C'est alors qu'un nouvel élément entre en jeu. Une hôtesse, une femme d'une trentaine d'années prénommée Camille, s'approche rapidement, alertée par l'agitation. Elle a entendu parler de l'incident à la porte d'embarquement et reconnaît immédiatement Sophie, non pas à cause de son visage, mais grâce à une note interne circulant parmi le personnel. Camille sait qui est Sophie Ndiaye, et elle sait aussi que cette dernière voyage incognito pour évaluer les pratiques de la compagnie. « Madame, y a-t-il un problème ?» demande Camille, son regard passant de Claire à Sophie. Claire saute sur l'occasion. « Oui, il y a un problème !» s'exclame-t-elle, sa voix montant d'un cran. « Cette femme est perturbante. Elle a renversé de l'eau sur moi. » Elle inverse les rôles avec une aisance déconcertante, jouant la victime avec une conviction théâtrale. Les passagers autour s'agitent, certains fronçant les sourcils, d'autres murmurant leur incrédulité. Camille, bien que jeune, n'est pas dupe. Elle a vu trop de clients comme Claire, ceux qui croient que leur statut leur donne le droit de manipuler la vérité. « Madame, » dit-elle à Claire, son ton ferme mais poli, « je vais devoir vous demander de vous calmer. Nous ne tolérons pas les perturbations à bord. » Claire, outrée, ouvre la bouche pour protester, mais Camille ne lui laisse pas le temps. « Si vous continuez, je serai obligé d'appeler le superviseur. » Cette menace, bien que prononcée avec douceur, fait son effet. Claire se redresse, ses lèvres pincées, mais elle ne répond pas immédiatement. Elle sait qu'un nouveau scandale pourrait aggraver sa situation. Pendant ce temps, Sophie décide qu'il est temps de clarifier les choses, non pas pour se défendre, mais pour remettre les pendules à l'heure. Elle se lève, son mouvement gracieux attirant tous les regards. « Mesdames et messieurs, » commence-t-elle, sa voix claire résonnant dans la cabine, « je tiens à m'excuser si ma présence ici cause un quelconque inconfort, mais permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Sophie Ndiaye et je suis la PDG de cette compagnie aérienne. » Un silence stupéfait s'abat sur la cabine. Les mâchoires se décrochent, les yeux s'écarquillent. Antoine, le businessman, esquisse un sourire approbateur. Louise, toujours en train de filmer, zoome sur le visage de Claire, qui semble sur le point de s'effondrer. Julien, quant à lui, ne peut s'empêcher de lâcher un petit rire. « Ça, c'est du spectacle », murmure-t-il à son voisin. Sophie continue, imperturbable. « Je voyage aujourd'hui pour observer comment nos passagers sont traités, car nous avons lancé un projet interne pour garantir l'égalité et le respect à bord de nos vols. Ce que j'ai vu jusqu'à présent me montre qu'il reste du travail à faire. » Ces mots, prononcés avec une autorité calme, frappent comme un coup de tonnerre. Les passagers échangent des regards, certains hochant la tête en signe d'approbation, d'autres baissant les yeux, gênés d'avoir assisté à l'incident sans intervenir. Claire, elle, est figée. Son visage, d'ordinaire si maîtrisé, trahit un mélange de honte et de panique. Elle comprend qu'elle n'a plus d'échappatoire. Elle a non seulement insulté la PDG, mais elle a aussi tenté de la discréditer devant tout le monde. Mais Claire n'est pas du genre à abandonner. Dans un dernier sursaut de désespoir, elle se lève à son tour, pointant un doigt tremblant vers Sophie. « C'est une mascarade !» s'écrie-t-elle. « Vous ne pouvez pas me faire passer pour la méchante. J'étais juste... »
confuse. Sa voix tremble, mais personne ne la croit, pas après ce qu'ils viennent d'entendre. Camille, l'hôtesse, s'avance à nouveau. « Madame, je vais devoir vous demander de vous rasseoir, ou nous serons obligés de prendre des mesures. » Claire, sentant le poids des regards sur elle, hésite. Elle veut se battre, elle veut crier, mais elle sait qu'elle est en train de perdre. Les passagers, qui jusque-là observaient en silence, commencent à murmurer leur désapprobation. « Assez, maintenant, » dit Antoine, sa voix grave résonnant dans la cabine. « Laissez cette femme tranquille. » C'est alors qu'un autre passager, un homme plus âgé nommé Paul, intervient. Il a écouté toute la scène et son visage trahit une colère contenue. « Madame, dit-il à Claire, vous devriez avoir honte. Cette femme n'a rien fait pour mériter votre comportement. » Ces mots, prononcés avec la gravité d'un homme qui a vu trop d'injustice dans sa vie, font mouche. Les autres passagers hochent la tête et certains commencent même à applaudir doucement. Claire, acculée, sent la panique l'envahir. Elle n'est plus la reine de la cabine, mais une paria. Elle se rassoit, les joues en feu, ses mains tremblant sur ses genoux. Mais la situation n'est pas encore terminée. Camille, après avoir consulté son talkie-walkie, revient avec un air grave. « Madame Dubois, dit-elle, son ton formel. Je viens de recevoir des instructions. En raison de votre comportement perturbateur, nous vous demandons de quitter l'avion. » Un hoquet collectif parcourt la cabine. Claire, incrédule, se lève d'un bond. « Vous plaisantez ?» s'écrie-t-elle. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis une cliente fidèle. J'ai des droits. » Mais Camille reste inébranlable. « Madame, votre comportement constitue une violation de nos règles. Des agents de sécurité vont vous escorter hors de l'avion. » À cet instant, 2 agents de sécurité entrent dans la cabine, leurs uniformes imposants contrastant avec l'élégance feutrée de la première classe. Claire, désespérée, tente une dernière fois de se défendre. « C'est elle !» crie-t-elle, pointant Sophie. « C'est elle qui a causé tout ça! Elle m'a provoqué !» Mais ces mots sonnent creux. Les passagers, désormais unis dans leur jugement, la regardent avec un mélange de pitié et de dédain. Sophie, toujours assise, ne dit rien. Elle n'a pas besoin de parler. Ses actions, sa dignité, parlent pour elle. Alors que les agents s'approchent, Claire, dans un ultime accès de rage, attrape son sac à main et le serre contre elle. « Vous le regretterez !» s'écrie-t-elle, sa voix tremblante de colère et d'humiliation. « Vous tous, vous le regretterez !» Mais personne ne l'écoute. Les agents l'escortent vers la sortie et les passagers commencent à applaudir, d'abord timidement, puis avec plus de vigueur. Louise, toujours en train de filmer, murmure « Ça va faire des millions de vues ». Antoine secoue la tête, un sourire ironique aux lèvres. Julien, lui, se tourne vers Sophie et lui adresse un hochement de tête respectueux. « Bravo !» murmure-t-il. Sophie, pour la première fois, esquisse un sourire. Elle n'a pas cherché ce conflit, mais elle l'a géré avec une maîtrise qui force l'admiration. Alors que l'avion se prépare au décollage, elle se tourne vers le hublot, regardant les lumières de l'aéroport Charles de Gaulle s'éloigner. Mais elle sait que ce n'est pas la fin. Claire Dubois, humiliée et chassée, ne laissera pas les choses en rester là. Et dans les heures qui suivent, cette histoire, capturée par le téléphone de Louise, va prendre une ampleur qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. L'aéroport Charles de Gaulle, avec ses couloirs interminables et ses lumières crues, semble soudain trop petit pour contenir l'humiliation de Claire Dubois. Escortée hors de l'avion par 2 agents de sécurité, elle avance, le visage rouge de colère et de honte, son sac Chanel serré contre elle comme un bouclier dérisoire. Les regards des autres passagers, alignés dans le terminal, la suivent comme des projecteurs impitoyables. Certains murmurent, d'autres sourient avec malice, et quelques téléphones sont déjà sortis, capturant chaque instant de sa déchéance. Claire, qui a toujours cru que le monde lui appartenait, se retrouve pour la première fois de sa vie sans contrôle, sans pouvoir, sans alliés. Derrière elle, dans la cabine de première classe, Sophie Ndiaye reste assise, son regard fixé sur l'horizon à travers le hublot. Elle n'a pas besoin de triompher bruyamment. Sa victoire réside dans sa dignité intacte,
dans son refus de se laisser réduire par les préjugés de Claire. Mais ce qui s'est passé dans cet avion n'est que le début. À l'ère des réseaux sociaux, où une vidéo peut transformer une vie en quelques heures, l'histoire de Claire et Sophie est sur le point de devenir une tempête mondiale. Et tandis que Claire s'accroche à l'espoir de limiter les dégâts, Sophie, elle, prépare une réponse qui changera la donne, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui croient en l'égalité et la justice. Le terminal est bruyant, un mélange de conversations, d'annonces au haut-parleur et du roulement des valises. Claire, à peine sortie de l'avion, tente de reprendre contenance. Elle lisse son tailleur, redresse le menton et force un sourire crispé, comme si elle pouvait encore sauver les apparences. Mais au fond d'elle, la panique s'installe. Elle sait que la vidéo tournée par Louise, cette passagère discrète mais curieuse, est probablement déjà en train de circuler. Elle a vu les regards des autres passagers, entendu les murmures de désapprobation, senti le poids de leur jugement. Et maintenant, face à elle, se tient Élise, la cadre supérieure de la compagnie aérienne, accompagnée d'un homme en costume sombre, Pierre, un ami de longue date de Claire qui voyageait dans une autre classe et qui, alerté par le scandale, a accouru pour tenter de la défendre. « Claire, qu'est-ce qui s'est passé ?» demande Pierre, son ton mêlant inquiétude et reproche. Il est avocat, habitué à gérer les crises, mais même lui semble dépassé par l'ampleur de la situation. Claire, les lèvres tremblantes, tente de se justifier. « Ce n'est pas ma faute !» s'écrie-t-elle, sa voix montant dans les aigus. « Cette femme, elle m'a provoqué. Elle n'avait rien à faire là. » Mais Élise, impassible, l'interrompt. « Madame Dubois, dit-elle, sa voix froide comme l'acier, vous avez causé une perturbation majeure à bord de notre vol. Vous avez insulté et harcelé une passagère qui se trouve être notre PDG. » Elle marque une pause, laissant les mots s'imprégner. En conséquence, vous êtes désormais interdite de vol sur toutes les lignes de notre compagnie, et ce, de manière permanente. Claire blêmit, ses mains se crispant sur son sac. « Vous ne pouvez pas faire ça, » balbutie-t-elle. « J'ai des droits. Je suis une cliente fidèle. » Pierre, à ses côtés, tente d'intervenir. « Élise, écoutez, il doit y avoir un malentendu. Claire n'est pas comme ça. Elle était peut-être stressée, mais... » Élise lève une main, coupant court à ses excuses. « Monsieur, les faits parlent d'eux-mêmes. Nous avons des témoins, des vidéos et le témoignage de notre personnel. Cette décision est irrévocable. » Un attroupement commence à se former autour d'eux. Les passagers attendant d'autres vols, attirés par l'agitation, s'approchent, téléphones à la main. Une jeune femme, Émilie, journaliste indépendante pour un magazine en ligne, reconnaît immédiatement Claire. Elle a déjà entendu parler d'elle, une figure connue dans les cercles parisiens huppés, souvent impliquée dans des scandales mineurs qu'elle parvenait toujours à étouffer grâce à ses relations. Mais cette fois, Émilie sent qu'elle tient une histoire explosive. Elle commence à prendre des notes sur son téléphone tout en filmant discrètement. « C'est elle », murmure-t-elle à un collègue qui l'accompagne. « La femme qui a attaqué la PDG. Ça va faire le tour du monde. » Claire, sentant les regards sur elle, tente de s'éloigner, mais les agents de sécurité la suivent de près, veillant à ce qu'elle quitte le terminal sans causer d'autres troubles. Pendant ce temps, à bord de l'avion, l'ambiance s'est apaisée. Les passagers, libérés de la présence de Claire, échangent des commentaires à voix basse. Julien, le jeune homme d'affaires, se tourne vers Sophie. « Madame Ndiaye, je tiens à vous dire que vous avez géré ça avec une classe incroyable, » dit-il, son ton empreint de respect. Sophie lui adresse un sourire discret. « Merci, mais ce n'est pas une question de classe, c'est une question de justice. » Antoine, l'homme au journal, hoche la tête en signe d'approbation. « Vous savez, » ajoute-t-il, « ce genre de comportement ne devrait plus exister. Pas en 2025. » Louise, toujours sur son téléphone, hésite un instant, puis appuie sur « Publier ». La vidéo de l'altercation, qu'elle a soigneusement montée pour montrer les moments clés,
L'arrogance de Claire, le calme de Sophie, la révélation de l'identité de la PDG est maintenant en ligne. En quelques minutes, les notifications commencent à affluer. Des commentaires indignés, des partages, des emojis de colère. Louise murmure à son voisin « Ça y est, c'est parti ». Dans le terminal, Claire, toujours escortée par les agents, tente une dernière fois de reprendre le contrôle. « Je vais contacter mes avocats !» s'écrie-t-elle, sa voix résonnant dans le hall. « Vous n'avez pas idée de qui je suis !» Mais ces mots sonnent creux. Les gens autour rient, certains ouvertement. Un adolescent, attendant un vol pour Londres, lance à son ami. « Elle croit vraiment que ça va marcher ?» Une femme plus âgée, portant un foulard Hermès, secoue la tête. « Elle l'a bien cherché », murmure-t-elle. Pierre, l'ami de Claire, tente de la calmer. « Claire, arrête, tu ne fais qu'aggraver les choses. » Mais Claire est trop loin dans sa spirale. Elle arrache son bras à l'un des agents, ses yeux lançant des éclairs. « Vous ne pouvez pas me traiter comme ça! Je suis une victime !» hurle-t-elle. Mais personne ne l'écoute. Les rires et les murmures s'intensifient, et Claire, pour la première fois, sent le poids de sa solitude. Pendant ce temps, à bord de l'avion, Sophie reçoit un message sur son téléphone. C'est Élise qui l'informe de la situation au sol. « Madame Ndiaye, l'incident est sous contrôle. La passagère a été interdite de vol et nous préparons un communiqué officiel. » Sophie répond simplement. « Merci, Élise. Assurez-vous que notre personnel soit briefé sur nos politiques d'égalité. Cet incident ne doit pas se reproduire. » Elle range son téléphone et se tourne vers Camille, l'hôtesse qui a géré la situation avec tant de professionnalisme. « Camille, merci pour votre calme. Vous avez fait un excellent travail. » Camille, rougissante, balbutie un « Merci, madame », avant de s'éloigner, visiblement émue par les mots de sa PDG. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques heures plus tard, alors que l'avion survole l'Atlantique, la vidéo de Louise devient virale. Sur Twitter, Instagram, TikTok, les extraits de l'altercation se propagent comme une traînée de poudre. Les hashtags #Justice pour Sophie et Claire Dubois humiliée dominent les tendances. Les médias s'emparent de l'histoire. Émilie, la journaliste, publie un article cinglant intitulé « L'arrogance d'une privilégiée ». Comment Claire Dubois s'est attaquée à la mauvaise personne. Elle y détaille non seulement l'incident à bord, mais aussi le passé trouble de Claire, des plaintes répétées dans des hôtels de luxe, des commentaires racistes sur les réseaux sociaux qu'elle avait tenté de supprimer, des rumeurs de favoritisme dans ses cercles professionnels. Chaque révélation est un clou supplémentaire dans le cercueil de la réputation de Claire. À Paris, Claire, désormais rentrée chez elle dans son appartement cossu du 16e arrondissement, allume son ordinateur avec appréhension. Son boîte de réception est inondée de messages, des notifications de réseaux sociaux, des emails de journalistes, des messages de ses partenaires professionnels. Une marque de luxe avec laquelle elle collaborait annonce qu'elle met fin à leur contrat. Un ami influent lui écrit « Claire, je ne peux plus t'aider, tu es allée trop loin ». Elle fait défiler les commentaires sous la vidéo virale, et son estomac se noue. Quelle honte! Elle mérite tout ce qui lui arrive. Faux larmes, faux excuses. Les mots lui font l'effet de coups de poignard. Elle tente de se défendre sur Twitter, publiant un message où elle prétend avoir été mal comprise, mais les réponses sont impitoyables. Un utilisateur écrit « Mal compris, vous avez jeté un sac et accusé une femme innocente ». Un autre ajoute « C'est ça, la France d'aujourd'hui, bravo à Sophie Ndiaye pour son calme ». Désespérée, Claire décide de tenter le tout pour le tout. Elle enregistre une vidéo d'excuses, assise dans son salon, le visage démaquillé pour accentuer l'effet de contrition. « Mes amis », commence-t-elle, sa voix tremblante, savamment calibrée pour inspirer la pitié. « J'ai fait une terrible erreur. J'ai laissé mes préjugés obscurcir mon jugement. À Madame Ndiaye, je veux dire que je suis profondément désolé. Je ne voulais blesser personne. J'ai passé ces derniers jours à réfléchir et je promets de faire mieux. » Une larme unique, parfaitement chronométrée, glisse sur sa joue. Elle marque une pause, laissant le silence amplifier l'effet dramatique. « J'espère que vous trouverez dans votre cœur la force de me pardonner. » Elle poste la vidéo accompagnée d'une légende larmoyante. « Je suis humaine, je fais des erreurs.
Merci de regarder et de comprendre mon cœur. Mais le public n'est pas dupe. Les commentaires affluent, plus cinglants les uns que les autres. Trop tard, Claire. On dirait un script de relations publiques. Pas une once de sincérité. Les mèmes prolifèrent. Une capture d'écran de Claire criant dans l'avion, superposée à sa larme dans la vidéo, avec la légende « Oscar de la meilleure actrice de crocodile ». Un autre utilisateur partage un montage où la voix de Claire est doublée par une musique dramatique digne d'un feuilleton. En quelques heures, la vidéo d'excuses devient une source de moquerie supplémentaire, scellant la chute de Claire. Ses amis, ses partenaires, même sa famille commencent à prendre leur distance. Les médias parisiens, toujours avides de scandales, s'en donnent à cœur joie. Un chroniqueur du Figaro écrit « Claire Dubois incarne tout ce que notre société doit dépasser, l'arrogance, le privilège mal placé et l'incapacité à reconnaître ses torts. » Pendant ce temps, Sophie, arrivée à New York, ne perd pas de temps. Elle organise une réunion d'urgence avec son conseil d'administration où elle annonce le lancement d'une campagne mondiale pour promouvoir l'égalité dans les transports aériens. Ce qui s'est passé sur ce vol, explique-t-elle, n'est pas un incident isolé. C'est le symptôme d'un problème plus large. Nous devons agir, non pas pour punir, mais pour éduquer. Elle dévoile un programme de formation pour le personnel, des partenariats avec des associations luttant contre les discriminations et une campagne publicitaire mettant en avant la diversité. Les passagers du vol, dont beaucoup ont partagé leurs propres récits sur les réseaux sociaux, deviennent des ambassadeurs involontaires de cette initiative. Julien, de retour à Paris, publie un post sur LinkedIn louant le leadership de Sophie. Antoine, dans une interview à un média économique, déclare « Sophie Ndiaye est un exemple pour nous tous. Elle n'a pas cherché la vengeance, mais la justice. » Claire, seule dans son appartement, regarde son téléphone, incapable d'arrêter le flot de notifications. Elle a tout perdu, sa réputation, ses contrats, son statut. Elle tente d'appeler Pierre, son dernier allié, mais il ne répond pas. Émilie, la journaliste, publie un nouvel article révélant que Claire avait déjà été impliquée dans des incidents similaires, soigneusement étouffés par ses relations. Cette fois, il n'y a pas d'échappatoire. Claire Dubois, qui se croyait intouchable, est devenue une paria. Et Sophie Ndiaye, sans jamais hausser la voix, a transformé une humiliation personnelle en un mouvement pour le changement. Dans les jours qui suivent, les aéroports du monde entier commencent à afficher des affiches de la campagne de Sophie. Le respect n'a pas de classe, proclame l'une d'elles, avec une photo de voyageurs de toutes origines. À Charles de Gaulle, Camille, l'hôtesse, reçoit une promotion pour son professionnalisme. Louise, dont la vidéo a lancé la tempête, est invitée à une émission pour raconter son expérience. Et Claire, elle disparaît des radars, son nom devenu synonyme de scandale. Mais pour Sophie, ce n'est pas une victoire personnelle. C'est une étape vers un monde où personne ne sera jugé sur son apparence, mais sur ses actions. L'histoire de Sophie Ndiaye et Claire Dubois, déroulée dans l'effervescence de l'aéroport Charles de Gaulle, est bien plus qu'un simple incident à bord d'un avion. C'est une parabole contemporaine sur les préjugés, l'arrogance et la puissance de la dignité face à l'injustice. En France, où les valeurs de liberté, égalité, fraternité sont gravées dans l'âme collective, cette histoire résonne profondément, mettant en lumière des vérités universelles sur la manière dont nous interagissons les uns avec les autres dans une société de plus en plus diversifiée. À travers le prisme de la culture française, marquée par un attachement à l'élégance, à la retenue et à la justice sociale, cette histoire offre des leçons précieuses qui peuvent être appliquées dans nos vies quotidiennes, que ce soit dans nos interactions personnelles, professionnelles ou publiques. Le premier sentiment qui émerge face à cette histoire est une admiration sans borne pour la maîtrise de Sophie Ndiaye. Face à l'agressivité et aux accusations infondées de Claire, Sophie incarne une forme d'élégance morale qui est profondément française. En France, la retenue face à l'adversité est souvent vue comme un signe de force intérieure. Sophie, en refusant de répondre à la provocation par la colère, démontre une sagesse qui transcende les mots.
Elle ne cherche pas à humilier Claire, même lorsque l'occasion se présente. Au lieu de cela, elle laisse ses actions, son calme, sa dignité, son autorité naturelle, parler pour elle. Cette attitude nous enseigne une leçon fondamentale. La véritable puissance réside dans la capacité à rester fidèle à ses valeurs, même lorsque l'on est injustement attaqué. Dans nos vies, nous sommes souvent confrontés à des situations où nos nerfs sont mis à rude épreuve. Un collègue qui nous sous-estime, un inconnu qui nous juge hâtivement, une situation où nos mérites sont ignorés. L'exemple de Sophie nous invite à répondre avec calme et assurance, à ne pas laisser les préjugés des autres définir qui nous sommes. En revanche, le comportement de Claire Dubois suscite un mélange de consternation et de pitié. Claire, avec son arrogance et son sentiment de supériorité, incarne un travers que la société française moderne cherche à dépasser, le privilège mal placé. En France, où l'égalité est une valeur cardinale, l'attitude de Claire, qui juge Sophie sur son apparence sans chercher à connaître la vérité, est une trahison de cet idéal. Son erreur ne réside pas seulement dans son ignorance de l'identité de Sophie, mais dans son empressement à faire des suppositions basées sur des préjugés. Cela nous rappelle une vérité essentielle. Les jugements hâtifs, qu'ils soient fondés sur la race, la classe sociale ou l'apparence, sont une forme de paresse intellectuelle. Dans nos vies, nous devons nous efforcer de regarder au-delà des apparences, de poser des questions, d'écouter, de chercher à comprendre avant de juger. La chute de Claire, de l'arrogance à l'humiliation publique, est une mise en garde. Ceux qui se croient au-dessus des autres finissent souvent par tomber de plus haut. Un autre aspect frappant de cette histoire est le rôle des témoins, ces passagers qui, au départ, restent silencieux face à l'injustice. Julien, Antoine, Louise, chacun représente une facette de la société française contemporaine. Julien, avec son intervention courageuse, incarne la jeunesse française qui refuse de se taire face à l'injustice. Antoine, avec son calme et son autorité, reflète une génération plus âgée, mais tout aussi engagée pour la justice. Louise, en filmant la scène, symbolise le pouvoir des réseaux sociaux, un outil qui, en France, est devenu un vecteur de changement social, capable d'amplifier les voix marginalisées. Leur présence nous rappelle que nous avons tous un rôle à jouer dans la lutte contre l'injustice. Rester silencieux, comme certains passagers l'ont fait au début, équivaut à cautionner le statu quo. En France, où le débat public est une tradition, prendre la parole, même modestement, est un acte de citoyenneté. Nous pouvons appliquer cette leçon en osant intervenir lorsque nous voyons une injustice, que ce soit dans un contexte professionnel, social ou quotidien. L'histoire met également en lumière l'importance de l'éducation et de la responsabilité collective. Sophie, en lançant une campagne pour promouvoir l'égalité dans les transports aériens, transforme une expérience personnelle douloureuse en un mouvement pour le bien commun. Cette démarche est typiquement française. Face à une crise, chercher non pas la vengeance, mais une solution qui profite à tous. Dans nos propres vies, nous pouvons adopter cette approche en transformant les défis en opportunités d'apprentissage et de changement. Par exemple, si nous sommes témoins d'un comportement discriminatoire au travail, nous pouvons proposer des formations ou des discussions pour sensibiliser nos collègues. Si nous commettons nous-mêmes une erreur, comme Claire, nous devons avoir l'humilité d'apprendre et de changer, plutôt que de chercher des excuses. Enfin, la réaction du public face à la vidéo d'excuses de Claire nous enseigne une leçon sur la sincérité. En France, où l'authenticité est valorisée, les fausses excuses de Claire, calibrées pour manipuler les émotions, sont immédiatement rejetées. Cela nous rappelle que la véritable repentance nécessite une reconnaissance honnête de ses erreurs et un engagement concret à s'améliorer. Dans nos relations personnelles, nous devons apprendre à assumer nos torts sans chercher à manipuler ou à minimiser. Une excuse sincère, même imparfaite, vaut mieux qu'une performance théâtrale. En conclusion, l'histoire de Sophie et Claire est un miroir tendu à chacun de nous.
Elle nous invite à réfléchir à nos propres préjugés, à notre manière de traiter les autres et à notre rôle dans la construction d'une société plus juste. En France, où l'élégance se mesure autant par les actions que par l'apparence, Sophie Ndiaye est un modèle de ce que signifie être véritablement grand. Claire Dubois, elle, nous rappelle que l'arrogance est une prison dont on ne s'échappe qu'en reconnaissant ses propres failles. Appliquons ces leçons dans nos vies, soyons humbles, curieux et courageux face à l'injustice. Et surtout, n'oublions pas que le respect n'a pas de classe sociale, de couleur de peau, ni de statut. Si cette histoire vous a touché, si vous croyez en la justice et en l'égalité, alors montrez votre soutien. Cliquez sur le bouton j'aime, partagez cette vidéo avec vos amis et abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines histoires inspirantes. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions. Que feriez-vous dans une situation comme celle-ci? Ensemble, faisons entendre notre voix pour un monde plus respectueux.